Bonjour, bienvenue dans cet exercice. Donc, en fait, comme tu vas le voir, c'est un ancien sujet de baccalauréat assez complet pour réviser un petit peu tout, le calcul intégral en particulier et ses outils, mais également la notion de suite. Donc, c'est parti. Donc, on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0,1 par exponentielle de moins x au carré, et on définit la suite un par u0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction de x, et pour tout n supérieur ou égal à 1, d'accord, un intégrale de 0 à 1 de x puissance n fois f de x dx. Alors, première question est petit a. Démontrer que pour tout réel x de l'intervalle 0, 1, les images de ma fonction sont encadrées par 1 sur exponentielle 1 et 1. Donc ta fonction, elle est là. Il faut montrer que quand x se balade entre 0 et 1, eh bien, toutes les images arrivent entre 1 sur e et 1. Bon, c'est des inégalités, on n'a pas l'impression qu'il faut étudier toute la fonction, la dérivée, etc. pour trouver ces variations et en déduire les minimums, maximums. On va réfléchir un petit peu, regarde, ici tu as le x, il est entre 0 et 1, si je le mets au carré, ça reste entre 0 et 1. Je prends l'opposé, fais bien attention, ça passe du coup entre moins 1 et 0, et après j'en prends l'exponentielle, qui garde l'ordre, donc tu vois, c'est que des petites règles d'inégalité, donc c'est ce que je t'affiche pour cette première question en haut à gauche. Du coup, voilà tout ce que je t'ai marqué avec l'argumentation que je viens de citer, d'accord. Bien sûr, ce que je t'ai fait à l'oral, tu vois, là j'ai changé l'ordre, mais tu comprends bien que si x au carré est entre 0 et 1, son opposé va passer entre 0 et moins 1 et 0. Là, je l'ai fait en méthode scolaire, mais tu peux aussi réfléchir plus tôt. Ensuite, eh ben, j'en étais là, tu prends l'exponentielle qui maintient l'ordre partout, et exponentielle 0, donc ici, ta plus grande valeur, c'est un 1 déguisé, alors que exponentielle de moins 1, c'est justement 1 sur e. Et ça y est, tu aboutis à cette question 1a. Question B. En déduire que U0, en déduire, donc ça utilise forcément la question A. Lis bien les énoncés. Déjà, c'est dans la même structure. Mais en plus de ça, il y a marqué en déduire. Que U0, c'est-à-dire cette intégrale, est comprise entre 1 sur e et 1. Tiens, tu vois les mêmes bornes. Alors fais attention, ne t'enflamme pas. En fait, tu dois encadrer une intégrale. C'est ça qu'on doit faire. Donc, la méthodologie, c'est toujours la même. Je te l'affiche. Quand tu dois encadrer une intégrale, eh bien, tu pars d'un encadrement de ta fonction. Alors, de ta fonction, de f. Pourquoi de f? Parce que c'est f ici. Mais si c'était une autre expression, il faut donc d'abord encadrer cette expression là où se passe l'action entre 0 et 1. Et ensuite, tu appliques l'intégrale qui conserve l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Comme c'est une déduction, regarde, on a vu ce résultat. Donc, les images sont entre 1 sur e et 1 lorsque x justement appartient à l'intervalle 0,1. Et bien donc, tu passes à l'intégrale. Donc, ça va aller très vite. Tu pars de cette inégalité obtenue en petit a et tu intègres. Donc, c'est ce que je t'affiche. Je reprends le résultat précédent. J'intègre. Et du coup, eh bien, intégrale de 0 à 1 de ce qu'il y avait à gauche, dx est plus petit ou égal. Alors, là, j'ai mis directement l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. C'est ce qu'on a appelé u0. D'accord? Et à droite, eh bien, intégrale de 1 dx. Voilà. Et maintenant, je te fais remarquer, c'est des constantes. Alors, on peut aller très vite quand on a plus l'habitude, mais l'intégrale d'une constante, c'est la valeur de cette constante fois la longueur de l'intervalle. Mais bon, comme on n'a pas trop l'habitude, pour l'instant, ce que je te propose, c'est de trouver tout simplement en les calculant leur valeur. Donc la primitive de 1, c'est x, que je reporte entre 0 et 1. La primitive de 1 sur e, qui est une constante, c'est donc cette constante multipliée par x entre 0 et 1. Et ça, tu fais tes petits calculs en remplaçant par 1, ça fait 1 sur e, et tu enlèves en remplaçant par 0, c'est-à-dire rien du tout, donc 1 sur e. Pareil ici, ça fait donc 1 moins, et tu remplaces par 0, 1 moins 0, 1. Ça y est, tu as terminé. Alors ensuite, question numéro 2. Calculer U1. Alors déjà, la première chose à faire, c'est qui c'est ce U1. Donc je te l'affiche, U1, tu remplaces N par 1 dans ton problème. Donc ici, je remplace par 1, ça fait donc X, ici, puissance 1, c'est-à-dire XF de X, dx. Donc voilà, j'ai recopié. Voilà ce que c'est U1. On te dit calculer. Alors quand on te dit de calculer une intégrale, c'est clair que tu peux la calculer. Donc soit tu as directement une primitive de ça, soit tu verras un outil intégration par partie, mais qui n'est pas utilisé ici. Pourquoi? Eh bien, tu observes. Déjà ici, tu as exponentielle d'une quantité. D'accord? Donc, par exemple, exponentielle, je ne vais pas appeler U parce qu'ici, il y a déjà la lettre U, exponentielle de V. Si tu as exponentielle de V ici, eh bien, il faut absolument, quand tu veux chercher des primitives, faire apparaître aussi le morceau, le multiplicateur V'. Et ça tombe bien, regarde, la dérivée de ça, c'est moins 2x. À quelque chose près, c'est ce x. Attention, c'est pas exactement V', ça.
Donc en fait, tu as presque la forme V' exponentielle V. Donc c'est ce que je t'affiche, ta primitive n'est pas loin. En gros, ici, tu as directement le calcul intégral grâce à la primitive. Et du coup, c'est ce que je t'ai mis là, je t'ai mis à peu près V'. C'est pas tout à fait. Donc je te rappelle que quand tu as du V' exponentielle V, ben, la primitive c'est exponentielle V à un coefficient près ici. Donc exponentielle V, je le recopie dans mes crochets puisque je vais bientôt trouver la primitive entre 0 et 1. Donc exponentielle moins x2, si je le dérive maintenant, ici le moins x2 donnant un moins 2x, et moi je ne veux que x, et bien le moins 2x, il faut que je simplifie le moins 2 que je ne veux pas. Ici je ne veux pas de moins 2, et donc je rajoute 1 sur moins 2. Vérification, moins 2x venant là, moins 2 s'élimine, il reste x exponentielle moins x2, ce que tu voulais. Donc tu n'as plus qu'à calculer en remplaçant par 1, puis en soustrayant, en remplaçant par 0. En remplaçant par 1, ça donne ceci. Et attention, tu enlèves en remplaçant par 0. Donc en mettant 0 là, ça fait exponentielle 0, ça fait 1. Mais moins 1 demi plus 1 demi. Après, j'ai tout mis sur 2, puis j'ai mis un petit peu de rangement en mettant le positif plus 1 devant et le moins exponentielle moins 1 derrière. Bien sûr, si tu as un doute, tu prends ta calculatrice pour calculer l'intégrale que ta machine va estimer. Tu saisis ta fonction gsolve ou seconde calcul programme 7 pour les Texas. Tu vérifies qu'entre 0 et 1, ceci est la valeur exacte, cette valeur approchée que va te donner la calculatrice est bien égale à ceci. On passe à la suite. Alors, question 3. Démontrer que pour tout n, un est supérieur ou égal à 0. Pour tout antinaturel, un est supérieur ou égal à 0. Alors, on te demande de montrer qu'en fait, tous tes calculs d'intégrale sont plus grands ou égaux à 0. Alors, je t'ai rappelé U0, on avait trouvé que c'était plus grand que 1 sur exponentielle 1, et UN, on a trouvé, enfin on n'a rien trouvé, c'est justement égal à cette intégrale pour n à partir de 1. Donc on doit montrer que UN est supérieur ou égal à 0. Alors déjà, tu es d'accord pour n égale à 0, ce cas-là, 1 sur 2,7, enfin bon, bref, c'est une exponentielle, de toute façon, ça c'est plus grand que 0 strict, donc forcément U0 est plus grand que 0. Ça c'est réglé. Donc en fait, il faut qu'on arrive à justifier que ce calcul d'intégrale UN, eh bien, il est positif. Il y a deux solutions. Soit tu es capable de la calculer, cette intégrale, et tu trouves le résultat, tu montres qu'il est positif, ou alors tu n'es pas capable, et là, il n'y a qu'une solution. Eh bien, tu vas essayer de montrer que ceci est positif, et tu vas utiliser ce qu'on appelle une propriété de positivité, qui en fait, cette intégrale correspondra à une aire. Si ta fonction est positive, l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction dx sera justement représentera une aire et donc sera un non positif. Et c'est ça, il faut que tu y penses. On n'est pas obligé de calculer les intégrales pour savoir forcément leur signe. Alors attention, hein, faut faire attention du coup. Donc ici, on réfléchit, si x est entre 0 et 1, ça c'est effectivement positif. Une exponentielle c'est toujours positif, donc ça c'est toujours positif. Et du coup, j'ai pas besoin de m'embêter, puis surtout, ça serait très très délicat pour calculer une primitive pour toi, donc tu t'embêtes pas. Ici c'est réglé, la fonction est positive sur 0,1. Je t'affiche la correction, j'applique la propriété dite de positivité, et ça va très vite. Donc pour x appartenant à 0 et 1, la quantité 1 et 2 sont positives. Donc si la fonction derrière le signe intégral, qui est ici que je te passe au laser, est positive, la propriété de positivité permet de dire, attention, ce n'est pas réciproque, que ton intégrale calculée, c'est-à-dire ton un, va être positif. Conclusion, c'est ce que je te mets, on a montré Q0 pour n égale 0, c'était strict plus. Pour tout n après 1, c'est toujours plus, donc globalement, c'est toujours plus, et je t'ai bien mis en rouge pour tout n. Voilà, donc tous tes termes de ta suite, en gros, toutes tes intégrales vont être des résultats positifs. Question 3b. Étudier les variations de la suite UN. Alors, comment on a fait les variations de la suite lorsqu'on était dans ce chapitre? Tu as plusieurs méthodes. La plus classique, c'est trouver la comparaison entre UN et UN plus 1. Alors, soit tu le fais directement UN et UN plus 1, c'est pas toujours évident, soit tu fais le signe de la différence. D'accord? Tu fais le signe de UN plus 1 moins UN. Bon, et bien c'est parti. Moi, je vais te proposer deux solutions, d'accord? Deux types d'élèves. Donc, c'est parti, on va comparer UN et UN plus 1. On va faire, premier cas, on doit comparer ces deux quantités. Alors, avant de te l'afficher, je vais quand même observer avec toi. Alors, UN, c'est ceci. UN plus 1, c'est ceci avec ici n plus 1. Donc on doit être capable de comparer des intégrales de celle-ci et de celle-ci avec n plus 1. Alors j'espère que tu comprends bien que ça va faire appel à la propriété d'ordre et non pas à du calcul de chacune des quantités pour voir que l'une est plus petite ou plus grande que l'autre. C'est tout simplement de la comparaison et donc la technique c'est toujours la même. Tu compares
les fonctions derrière leur signe intégral et ensuite tu intègres qui gardera l'ordre. Donc nous, ça va aller à gauche. Je te l'affiche donc. Première méthode. Si l'élève 1, il peut se dire, tiens, si x est entre 0 et 1 est un entier naturel, eh bien, la quantité x puissance n est plus grande que x puissance n plus 1. D'accord? Alors, pourquoi? Parce que quand un nombre est entre 0 et 1, plus tu mets une puissance ici importante, plus le résultat diminue. Donc cette quantité-là va être plus petite que celle-ci. Ensuite, comme je veux faire apparaître les fonctions derrière le signe intégral et que j'ai fait apparaître mes petits morceaux avec un exposant n et l'autre n plus 1, j'ai plus qu'à multiplier par exponentielle moins x2 le morceau manquant de mon expression. Et ensuite, quand j'ai ça, attention, hein, je passe à l'intégrale. Et du coup, l'intégrale de 0 à 1 de cette expression dx par rapport à celle-ci va être dans le même ordre, car l'intégrale garde de l'ordre. Du coup, ça c'est un, ça c'est un plus 1. Je trouve que un est plus grand que un plus 1. Le précédent est plus grand que le suivant, ou le suivant est plus petit que le précédent, comme tu veux. Donc ma suite est décroît. Voilà, ma suite est décroissante. Deuxième méthode. Alors, deuxième méthode, c'est l'élève qui adore la méthode un plus 1 moins un, il veut le signe, il a fait ça assez souvent. Tu vas voir, ça marche encore. Donc, à toi de voir quel élève tu veux être. Alors, par contre, je viens de voir qu'ici, j'ai mis signe de un plus 1 et j'ai fait un petit oubli moins un. D'accord? Voilà. Donc, on veut le signe de un plus 1 moins un. Eh bien, on va arranger un petit peu un plus 1 moins un. Et donc, ça tombe bien, on va utiliser la propriété de linéarité. Un plus 1 moins un, je te rappelle, c'est cette intégrale moins celle-là. Et en fait, c'est des bornes qui sont les mêmes. Donc, si c'est les mêmes bornes, je peux rassembler les deux fonctions derrière sur le signe intégral, un seul signe. Du coup, ça fait ma fonction avec n plus 1 moins l'autre. Je remarque, je t'ai mis des couleurs qu'ici, il y a un facteur commun. Je le factorise. N'oublie pas que le but, c'est de trouver le signe de ce calcul qui est une intégrale. Donc, je vais me focaliser sur trouver le signe de l'expression qui est derrière ce signe intégral. Donc, j'en fais une forme sympathique, une forme factorisée. Donc, ici, j'ai mis ça en facteur. Et là, petite astuce, xn plus 1 et xn, ici, il y a une puissance de x supplémentaire. Je fais apparaître donc ceci en xn plus 1. Et du coup, ça me permet de factoriser davantage les x puissance n à nouveau. Et voici l'expression, donc, exponentielle moins x2 fois x puissance n fois le facteur x moins 1. Je l'appelle a. Maintenant, il faut trouver le signe de A. Comme ça m'évitera de faire des choses plus compliquées. Je vais trouver le signe de A. Alors, on regarde bien. Ça, c'est une exponentielle, c'est toujours positive. D'accord, strictement. Ça, c'est x puissance n. L'action se passe entre 0 et 1, donc c'est toujours supérieur ou égal à 0. Et là, j'ai x moins 1. Donc, x moins 1 quand x est entre 0 et 1. Si là, j'ai un nombre entre 0 et 1 et que j'enlève 1, eh bien, je passe dans les négatifs. Donc, ça veut dire que l'expression A, ce que je t'affiche en haut à droite, eh bien, c'est toujours une expression négative. Donc, ce que je t'ai marqué là, et du coup, quand tu calcules l'intégrale d'une expression négative, d'une fonction négative, ça correspond à l'opposé du nerf. Et si c'est l'opposé du nerf, c'est un résultat négatif. Conclusion, et c'est la même suite, hein, ce que je t'ai mis, etc. Un plus 1 moins un est donc un résultat négatif, donc c'est que j'ai trop en V, donc c'est que un est supérieur ou égal à un plus 1, et donc ma suite est décroissante pour les mêmes raisons. Voilà. 3C. En déduire que la suite un est convergente. Alors, en déduire. Tu as vu là la structure encore ABC de la question 3. On a démontré que en petit b, la suite elle était décroissante. Et qu'est-ce qu'on a démontré également? Regarde bien, elle est décroissante. Ça doit évoquer un théorème qu'on a vu en début d'année. Elle est décroissante et puis ici, je vois qu'elle est positive. Et je te rappelle un des théorèmes qui dit convergence monotone. Soit tu es décroissant couplé avec minoré et tu en déduis que la suite va converger, ou alors croissante et majorée. Et bien là, ça tombe bien. C'est minoré par 0 en particulier. Et donc, c'est que ton théorème de convergence monotone que je t'affiche. C'est appliquer ton cours sur les suites de début d'année adaptées aux intégrales ici, mais un est une suite. Donc, un est décroissante et minorée. Attention, on ne va pas forcément converger vers le minorant qu'on t'a trouvé. Donc, je mets en particulier par 0, mais il suffit qu'elle soit décroissante et minorée. On est minoré par 0, on est minoré par moins 2 aussi. Attention, ça ne sert qu'à démontrer de la convergence, ce théorème. Donc, d'après le fameux théorème de convergence monotone, elle est convergente. Voilà, on sait que la suite un va converger lorsque n prend des valeurs de plus en plus grandes. Alors, question suivante, question 4a. Donc, je t'ai rappelé là-haut eh bien, les éléments dont j'ai besoin, et nous, on nous demande de démontrer que pour tout entier naturel n, un est inférieur ou égal à n plus 1. Encore une inégalité.
il faut démontrer que un est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. D'accord? Alors je te rappelle ce qu'on a démontré. Pour n supérieur ou égal à 1, un c'est sa formule, ici. Et on a démontré que u0 en question 1b est compris entre 1 sur e et 1. Bon, il faut qu'on démontre que ceci est toujours vrai. Un est plus petit ou égal à 1 sur n plus 1. Donc à chaque fois qu'on te demande ici, on te demande de majorer. Le réflexe à avoir, et c'est ce que je t'affiche, ça c'est ce qui se passe dans ma tête, un est une intégrale, d'accord? C'est une intégrale sur 0,1. Donc tu majores l'expression qui est derrière le signe intégral, d'accord? Et après tu passes à l'intégrale, qui va conserver l'ordre. Donc on va majorer xn f de x lorsque x est entre 0 et 1. Donc c'est ce que je t'affiche. Après, du coup ça fait x est entre 0 et 1, f de x est inférieur ou égal à 1, hein, je te rappelle. Donc c'est un résultat qu'on avait démontré d'après 1a, et n est plus grand ou égal à 1 pour l'instant. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire fois x puissance n, de façon à, comme je t'ai dit là, obtenir une majoration de xn f de x qui est derrière ici. Alors certains doivent se dire peut-être, mais pourquoi il n'a pas dit que x était entre 0 et 1, donc xn est plus petit que 1? Parce que sinon tu vas revenir exactement à tout à l'heure, tu vas arriver ici à dire que ça c'est plus petit que 1, d'accord? Donc du coup, ça ne va pas t'intéresser, parce que si tu es plus petit que 1 ici, et qu'après tu passes à l'intégrale, tu vas chercher l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx, donc tu obtiendras 1 et tu n'auras pas obtenu ça. Donc résultat, c'est pour ça que je laisse x puissance n. Tu vas voir pourquoi. Ce qu'il faut, c'est que tu aies à droite une expression dont tu peux calculer facilement l'intégrale et qui puisse te permettre d'aboutir à ceci. Donc j'en suis là, xn f de x est plus petit qu'xn, et je prends l'intégrale sur 0,1 qui conserve l'ordre. Voilà, j'arrive à mon expression un qui doit être plus petit ou égal à ça. Eh bien, si tu le vois, ceci, on peut trouver une primitive de x puissance n, donc ça va être facile de calculer ceci, et peut-être ça arrivera à ce qui m'intéresse. Donc c'est ce que je t'affiche pour finir. Donc un, c'est exactement cette quantité. Et ça, pour le calculer, primitive de x puissance n plus 1 sur n plus 1, j'espère que tu vois où on arrive justement parce qu'on voulait du n plus 1 ici. Et quand tu calcules en 1 et que tu enlèves en 0 ça disparaît, en 1 ça fait 1 à la puissance n plus 1 ça fait 1, donc 1 sur n plus 1. Tu obtiens ton résultat. N'oublie pas que ceci est valable pour n supérieur ou égal à 1. Comme u0, tu regardes ton inégalité ici, elle est vérifiée parce que pour 0 ça fait 1 et u0 était bien plus petit ou égal à 1. Donc comme u0 vérifie ça et que ceci est vrai pour n à partir de 1, ben, synthèse, pour tout n appartenant au naturel, on a bien un inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Voilà. Question 4b. En déduire la limite de la suite un. Encore une déduction. Alors, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que un était plus petit que ça à l'instant. On cherche la limite quand n tend vers l'infini, la limite. Donc, réflexe, ben, vers quoi ça va ceci? 1 divisé par quelque chose de très très grand, ben, 0. Donc un est plus petit que 0, mais tiens, ça me rappelle quelque chose. Et donc je vais t'afficher la correction parce qu'en fait on a déjà démontré que un était plus grand ou égal à 0, elle était minorée par 0, souviens-toi. Donc du coup, si d'après 3a et 4a, on a déjà démontré ça, ceci, ça tend vers 0, et comme ici et là, ça tend vers la même limite, hein, ça peut te paraître ridicule, c'est pour te rappeler le théorème des gendarmes, qu'il faut absolument qu'ici et là, ça aille vers le même nombre. Alors, la suite qui est ici, l'expression qui est là, va aller vers ce nombre. Voilà, donc ma suite tend vers 0 en plus l'infini. Et pour finir, on va aller faire une petite animation GeoGebra pour retrouver tout ça. Donc démontrer pourquoi un tend vers plus l'infini, on va essayer de le visualiser. Enfin, on va essayer, on va même y arriver. Alors regarde, je t'ai dessiné, si tu suis mon laser, regarde à gauche, j'ai choisi de créer un curseur, n, que j'ai fait varier de 0 à 30 mois, on peut aller plus loin, à 50. Ensuite, j'ai dit à la machine, tu me dessines f de x égale x puissance n exponentielle moins x2, ta fameuse fonction. Attention, je l'ai appelée f. En fait, f, c'est ça. Hein. Mais bon, ça, c'est ce qui est derrière le signe intégral. Et ensuite, j'ai dit, tu me calcules l'intégrale de justement de tout ça, de 0 à 1. Donc, en fait, a, l'intégrale qui est ici, ta zone marron, c'est exactement un. D'accord? Alors, actuellement, puisque n égale à 0, c'est u0. Voilà une estimation de u0, 0,75. Et moi, ce que je veux que tu regardes, c'est cette zone qui est coloriée. Attention aux échelles, hein, tu as vu, le 1 est très grand ici. Là aussi, hein, j'ai mis l'action, voilà ton unité d'air, elle est très très grande, j'en fais le tour actuellement. Mon but, c'est de visualiser qu'en augmentant les valeurs de n, regarde bien mon curseur, eh bien l'air va diminuer, notion de suite décroissante, et qu'elle va tendre vers 0. D'accord? Alors c'est parti, regarde bien mon curseur n.
Là, j'ai pris n égale 1. Donc là, c'est U1, tu as bien vu, ça a bien diminué. Estimation 0,32 par la calculatrice GeoGebra. 0,19. Et regarde bien, alors bien sûr, ta fonction change. Hein. Tes fonctions changent. Tu peux remarquer d'ailleurs que quand n est impair, ça fait derrière le signe intégral, ton expression est impaire, donc tu as un centre de symétrie en l'origine du repère. Quand n est pair, comme ici, tu vois, il y a un axe de symétrie parce que ton expression est celle d'une fonction paire. Bon, bref, regarde la zone coloriée en marron. Tu vois bien qu'elle diminue, notion de suite décroissante, et qu'elle semble aller vers pas grand-chose, vers 0. Regarde actuellement, elle fait 0,02 pour n égale 16. Et on continue, je continue, elle diminue, la fonction évolue, etc. etc. Et là, bon, j'en suis à 0,01 pour n égale 30, tu te doutes bien, ça ne t'inquiète pas, c'est que j'ai énormément zoomé pour obtenir ça, mais c'est cohérent avec tout ce qu'on a fait. Voilà.